Black Lives Matter! Black Lives Matter! All lives matter. What would you like to do? So, let's talk about this. États-Unis, août 2020. Il reste moins de 100 jours avant l'élection présidentielle. La bataille pour l'Amérique de demain a commencé. Les crises s'enchaînent et l'atmosphère est explosive. Émeutes, coronavirus, chômage galopant. Pour Doug Pagitt, le pasteur évangélique, le responsable s'appelle Donald Trump. Doug fait campagne pour éviter sa réélection. Il participe à une marche qui va à Washington pour manifester contre le président américain. Le pasteur conservateur Charles Kagan, lui, est un fervent partisan de Trump. Ces dernières semaines, le coronavirus l'a empêché de célébrer la messe dans son église. Il crée des pièces de théâtre pour enfants dans lesquelles il remet la science en question. C'est une bonne occasion de réfuter la théorie de l'évolution. Pamela Pennado-Stewart est avocate à Atlanta. Spécialisée en droit de l'immigration, elle défend des personnes menacées d'expulsion. Mais les tribunaux sont fermés pour cause de confinement. Et Pamela se lance dans un nouveau projet, obtenir la libération de certains détenus. Isabelle Brown est influenceuse. Elle fait campagne en faveur de Trump. Pour elle, le coronavirus suscite des réactions très exagérées. Mettre à l'arrêt notre société tout entière pour une maladie qui ressemble à la grippe crée un précédent très dangereux pour les pandémies à venir. À Clairton, une petite ville proche de Pittsburgh, le maire se démène pour venir en aide aux habitants. Il participe à des distributions alimentaires et veut redynamiser l'économie locale. Son nouveau défi, faire respecter l'ordre public et garantir la sécurité de ses administrés. On a des gamins de 14 ou 15 ans à Clairton qui se baladent armés. Quand on a une arme sur soi, c'est qu'on cherche les ennuis. À New York, la crise a impacté durement l'activité de chauffeur de Shubham. J'ai parlé avec un des répartiteurs et il m'a dit qu'il n'y avait pas du tout de travail. Et il a décidé de changer de vie. Les États-Unis n'ont plus été aussi polarisés depuis la guerre de sécession. C'était sous la présidence d'Abraham Lincoln. Minneapolis, dans le Minnesota. Ici aussi, la campagne électorale bat son plein. De nombreux habitants affichent leur opinion politique sur des pancartes dans leur jardin. Nous sommes chez Doug Pagitt, le chrétien évangélique qui milite contre la réélection de Donald Trump. En ce moment, Doug devrait être en tournée à travers les États-Unis. Mais le coronavirus l'a contraint à changer ses plans et à improviser. Il poursuit sa campagne sur Internet. Je suis dans mon sous-sol, comme vous le voyez à la hauteur du plafond. J'y ai aménagé un studio puisqu'on a dû arrêter notre tournée à cause du virus. J'utilise cet espace pour mes podcasts et quand j'interviewe une seule personne. Cette partie du studio sert quand j'accueille plusieurs intervenants. J'ai apporté quelques améliorations. Au début, je ne disposais pas de cet espace supplémentaire. J'ai aussi un meilleur éclairage maintenant et j'ai investi dans plusieurs micros. Doug Pagitt a 55 ans et il est pasteur depuis de nombreuses années. Avec son épouse Shelley, il a une fille, 3 fils et 2 petits-enfants. Il exerce son pastorat avec ferveur et passion. Son moteur, c'est la foi. Il s'est fixé pour mission de convaincre d'autres chrétiens de voter contre Trump en novembre. Pour cela, il a créé l'organisation Vote Common Good, voter pour l'intérêt général.
Il est important à nos yeux de communiquer tous azimuts. Pour le moment, tout se passe en ligne. Mais bientôt, on compte retourner sur le terrain, dans tout le pays. On va organiser une marche de plus de 200 km. On va mettre 9 jours pour relier à pied Charlottesville, en Virginie, à Washington, D.C., dans un pèlerinage de prise de conscience raciale, de détermination et d'amour. Le départ de ce pèlerinage est prévu prochainement. Harrisonville, dans le Missouri. Nous sommes dans l'Amérique rurale. Ici, la vie tourne au ralenti. Le pasteur Charles Kagan habite juste à côté de l'église. Pour lui, la crise du coronavirus a tout changé. Son église a dû fermer. Mais depuis peu, la vie renoue progressivement avec une forme de normalité. Charles Kagan prépare sa prochaine messe. Depuis le mois d'août, l'église a en effet été autorisée à rouvrir, et ce malgré la crise sanitaire. C'est formidable. Certains de nos fidèles n'ont compris l'importance de nos messes que lorsqu'elles ont été supprimées. C'était dur pour nous tous de n'avoir aucun contact avec nos proches et de ne pas pouvoir se rassembler dans la communion. Mais quand enfin on a pu se retrouver, ça a été merveilleux. Pour Charles Kagan, la vérité se trouve dans la Bible et uniquement dans la Bible. Il ne croit pas en la science et il n'est pas convaincu de la dangerosité du coronavirus. Je doute de l'intégrité de nos médias. On dirait que leur seul but, c'est de nous faire peur. Aux infos, ils ne font que ressasser le nombre de contaminations ou de décès dus au virus. Mais d'après les emails et les fils d'actualité que je reçois sur mon portable, beaucoup de ces infos ne sont pas vraies. Son église a décidé de maintenir le camp de vacances biblique malgré la crise sanitaire, car l'enseignement dispensé est trop important. On propose 4 jours intenses, riches en amusements et en instruction biblique. On veut inciter les enfants de 5 à 12 ans à découvrir Jésus-Christ et Dieu. Charles Kagan veut enseigner à ses enfants que l'évolution n'existe pas. Et pour les en convaincre, il a créé une pièce de théâtre avec des dinosaures. Atlanta, en Géorgie. Au printemps, l'avocate Pamela Peinado Stewart enchaînait encore les rendez-vous. Elle représente des immigrés qu'elle tente de sauver de l'expulsion. Mais depuis l'arrivée du coronavirus, les tribunaux sont fermés. Pamela a profité de cette pause involontaire pour lancer un nouveau projet avec quelques amies avocates, le Love Project, le projet de l'amour. Le cabinet tournait au ralenti à cause du virus. Un jour, j'étais à la maison et j'ai regardé un documentaire sur un jeune de 17 ans qui avait passé plusieurs années en prison. Il ne pouvait pas payer sa caution et il en est sorti tellement abîmé psychologiquement qu'il a fini par se suicider. Ce documentaire m'a touchée et m'a décidé à agir pour tous les jeunes hommes et femmes qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leur caution. Ils n'ont même pas d'audience prévue, puisqu'elles sont suspendues à cause du virus. Alors ils croupissent en prison parce qu'ils n'ont pas les quelques centaines de dollars que coûterait leur caution. Le projet vise à dénoncer une particularité du système judiciaire américain. Aux États-Unis, un suspect doit rester en prison jusqu'à sa première audience, sauf s'il peut payer sa caution. Ceux qui n'ont pas d'argent restent en prison. Pamela et ses amis ont décidé de réagir. Notre projet a été créé par un groupe de femmes devant un réel besoin dans notre société. On a commencé avec le paiement des cautions, mais on essaie aussi de conseiller les jeunes, on accorde des bourses d'études et on parraine des familles. On reçoit beaucoup de dons qu'on reverse intégralement dans notre projet. Et les dons ont été généreux. Depuis le paiement de notre première caution le 19 juin, on a récolté plus de 57 000 $. C'est génial. On a pu payer 170 000 $ de caution. Bravo.
Aujourd'hui est un grand jour. Plusieurs prisonniers sont sur le point d'être libérés. Pamela et ses amis leur ont préparé des petits cadeaux pour célébrer leur libération. Elles les leur remettront personnellement. Phoenix, dans l'Arizona. La ville accueille le siège d'une association entièrement acquise à la cause de Donald Trump et du Parti républicain, Turning Point USA, un tournant pour l'Amérique. Une organisation ultra-conservatrice, voire proche de l'extrême droite, qui fait campagne en ligne auprès des lycéens et des étudiants pour la réélection du président américain. Isabel Brown est l'étoile montante de l'organisation. Depuis peu, elle en est l'une des porte-paroles. Et pour ce nouveau poste, elle a quitté le Colorado pour s'installer à Phoenix. J'ai déménagé pour me rapprocher du siège de Turning Point USA. Ces dernières semaines, j'ai eu l'honneur de travailler avec la Maison-Blanche. J'ai mené de nombreuses campagnes sur les réseaux sociaux et je vais tourner plusieurs vidéos dans les prochains mois. Et là, je vais me rendre dans 4 États. C'est vraiment de la folie en ce moment, mais j'adore cette ambiance frénétique. Isabel occupe une position influente. Elle travaille sous les ordres de Charlie Kirk, qui a tenu le discours inaugural de la Convention républicaine du 24 août, lors de laquelle Trump a été officiellement investi. Good evening. It is an honor to be with you tonight. My name is Charlie Kirk. I run the largest pro-American student organization in the country, Turning Point USA, fighting for the future of our republic. We will be a country that has its best 100 years ahead. We will build a future where America remains the greatest country ever to exist in the history of the world. All of that is within our grasp if we secure 4 more years for the defender of Western civilization, our champion, my friend, the 45th President of the United States, President Donald J. Trump. Charlie Kirk a 17 ans quand il rencontre Bill Montgomery, un sexagénaire fortuné qui devient son mentor politique et qui lui fournit les moyens financiers de fonder Turning Point USA. L'organisation défend la liberté et l'ultralibéralisme économique. Et elle veut limiter au maximum l'interventionnisme de l'État. Elle milite dans 1300 écoles et universités et sur Internet, où elle tente de convaincre les jeunes Américains de voter pour Trump. Séance photo pour le réseau social Instagram, sur lequel Isabelle est le visage de l'organisation. Franchement, c'est hyper dur d'être une influenceuse. Les gens s'en font une idée fausse. Ils croient qu'il suffit de poster une photo par semaine pour gagner un tas d'argent. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça vous prend un temps dingue sur une journée de travail. Au saut du lit, il faut consulter les derniers posts, formuler ses positions sur le sujet et les poster sur Twitter et Instagram. Ça prend beaucoup de temps, mais je m'éclate à fond. Isabelle vient de vivre un moment important pour sa carrière avec sa première interview sur la chaîne nationale d'information Fox News. Minneapolis, dans le Minnesota. Arrêter un président, sauver une démocratie. Doug Pagitt se prépare pour la marche vers Washington. Ce sera sa première action d'envergure depuis le confinement. Avec son association Vote Common Good, il avait prévu de parcourir tous les États américains à bord de ce bus, mais le coronavirus l'en a empêché. Depuis mars, le bus était immobilisé en Floride. Mais Cole, le chauffeur, est en route pour le Minnesota, où il doit retrouver Doug. Le départ approche. Doug rassemble quelques affaires personnelles, mais le plus important sont ses affiches de campagne. Le bus arrive enfin. Il accompagnera Doug et ses compagnons lors de leur marche. Le pèlerinage a été baptisé Walk the Walk 2020. Doug retrouve son chauffeur 5 mois après l'avoir quitté. Clairton, en Pennsylvanie. La ville accueille la plus grande aciérie des États-Unis. Mais depuis plusieurs années, la production d'acier ne cesse de reculer, entraînant de nombreuses pertes d'emplois.
Outre le déclin social, le maire Richard Lattanzi est confronté à un autre problème, la prolifération des armes à feu dans sa ville. La majorité des personnes qui ont des armes sont membres de gangs ou trafiquants de drogue, sans parler de ceux qui veulent se protéger. Mais la plupart des violences sont liées aux gangs. On a des gamins de 14 ou 15 ans à Clairton qui se baladent armés. Quand on a une arme sur soi, c'est qu'on cherche les ennuis. Je n'ai moi-même ni arme, ni permis de port d'armes. Je passe pour un imbécile aux yeux de certains. Mais je crois que Dieu nous protège, moi et ma famille. Richard Lattanzi n'a pas un rôle facile. Clairton est une ville pauvre. La région est surnommée la Rust Belt, la ceinture de rouille. Le coronavirus vient s'ajouter aux difficultés déjà existantes. Le maire et son équipe sont préoccupés par l'augmentation de la criminalité. Ils travaillent en lien étroit avec la police. Richard patrouille avec Zachary Miller, un policier de 25 ans. On va faire un tour et on s'arrêtera quelque part. Je vous demanderai peut-être d'intervenir. Ça me va. D'accord. Le maire et le policier se rendent dans des quartiers sensibles où plusieurs incidents se sont produits récemment. Clairton connaît de graves problèmes sociaux. Comme dans le reste du pays, le nombre de toxicomanes est élevé. Ces dernières années, de nombreux Américains ont développé une addiction à plusieurs antidouleurs en vente légale. Quand ceux-ci ont été retirés du marché, ils se sont rabattus sur des drogues illégales, comme l'héroïne. Vous êtes intervenu sur l'overdose de la 6e rue hier? Non. C'était mon jour de congé. Ça arrive souvent? Les overdoses? Ouais. C'est souvent par série. Il suffit d'un arrivage de drogue frelatée que tout le monde va consommer. Ouais. On peut passer plusieurs semaines sans incident et après on nous appelle pour 3 ou 4 overdoses dans une même journée. À Clairton, on trouve des drogues de tout type. Pour beaucoup de gens, elles servent d'échappatoire face aux difficultés du quotidien. Le district compte 25 centres de désintoxication pour 17 000 habitants. On trouve surtout de l'héroïne, comme dans toute la région. Il y a un peu de crack ou d'ecstasy, mais l'héroïne est partout. Je l'ai vu dans tous les endroits où j'ai travaillé. C'est notre plus gros problème aujourd'hui. On peut parler d'épidémie. Et les gamins sont de plus en plus jeunes? Oui. Les trafics de stupéfiants ont entraîné une hausse de la délinquance. Depuis plusieurs années, le taux de criminalité de Clairton ne cesse d'augmenter. Il est aujourd'hui nettement supérieur à la moyenne américaine. Garez-vous devant ce véhicule noir. Je crois bien qu'on nous a signalé une tentative d'effraction sur une de ces voitures. C'est vrai, on a reçu un appel. Un jeune homme a été sorti de force de sa voiture et s'est fait tabasser. Ils ont fait une virée avec sa voiture. Je vais aller voir. Je vous dirai si j'apprends quelque chose. Ce secteur est régulièrement le théâtre d'incidents. Dans l'église baptiste de la Grâce d'Harrisonville, la représentation a commencé. Les dinosaures ont été fabriqués par des fidèles de la paroisse. Les dames de notre église ont passé des semaines à fabriquer de grands dinosaures dans leur salon. Elles ont transporté les dinosaures ici, en pièces détachées, dans des camions de déménagement, et elles les ont assemblés dans l'église. C'est incroyable. Ah ça, pour sûr, elles travaillent dur, nos dames. La mise en scène est une idée de Charles Kagan. Il sait que la présence de dinosaures est un moyen efficace de capter l'attention des enfants et de les sensibiliser à ces idées. Les enfants sont fascinés par les dinosaures. Je ne sais pas pourquoi, mais ils les adorent. C'est pour ça qu'on a pensé à se servir des dinosaures pour inciter les jeunes à venir nous poser des questions. Et nous, on leur apporte un éclairage biblique sur les dinosaures. Pour le pasteur, les réponses de la Bible sont les seules qui vaillent. La pièce de théâtre vise notamment à détourner les enfants de la science. Charles Kagan est un créationniste.
C'est une bonne occasion de réfuter la théorie de l'évolution et de leur donner une présentation claire de la doctrine de la création. Voyez-vous, Dieu a créé la Terre il y a environ 6000 ans. Et nous sommes persuadés que les dinosaures ont vécu à la même période que les hommes. Doug Pagitt et ses amis de Vote Common Good sont également chrétiens. Mais à la différence de Charles Kagan, ils croient en la science. Voilà 9 jours qu'ils ont pris la route. Leur marche est un pèlerinage religieux, mais aussi une manifestation politique. Ils se rendent à Washington, la capitale du pays, où ils comptent participer à un grand rassemblement du mouvement Black Lives Matter. On est à présent à un peu moins de 10 km de Washington, D.C. Notre groupe va bientôt arriver et rejoindre les autres manifestants. C'est une journée formidable. On marche depuis 9 jours. Et on aura parcouru plus de 200 km à l'arrivée. Mais ce n'est que le début. Il y a encore un long chemin à parcourir pour la prise de conscience raciale, la détermination et l'amour. Il faut parler de l'histoire de notre pays, de qui nous sommes et de qui nous voulons être. Je vois une longue file de personnes qui marchent et c'est un beau spectacle. Un pèlerinage pour une prise de conscience raciale, de détermination et d'amour. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Les pancartes invitent les automobilistes favorables à Black Lives Matter à klaxonner. Et beaucoup klaxonnent effectivement. Mais il y a aussi des doigts d'honneur et des insultes. Puis arrive le moment tant attendu, l'entrée dans Washington. Là aussi, l'accueil n'est pas uniquement amical. All lives matter. All lives matter. All lives matter. What would you like to do? So, let's talk about this. À Atlanta, Pamela Pennado Stewart est en route pour la prison. Plusieurs détenus seront libérés aujourd'hui grâce au projet initié par la jeune avocate. On ne paie jamais de caution pour ceux qui ont commis des crimes violents. Ceux qu'on aide sont souvent en prison pour des délits très mineurs. L'un d'eux, par exemple, avait volé des couches pour bébés dans un magasin discount. Un autre ne faisait que manifester à pied sur l'autoroute. C'est pour des broutilles de ce genre que beaucoup sont enfermés depuis des mois à cause de la fermeture des tribunaux. C'est un problème énorme de notre pays. Notre système de justice pénale traite mieux une personne riche et coupable qu'une personne pauvre et innocente. C'est terrible de voir des jeunes passer 8 à 9 mois en prison simplement parce qu'ils n'ont pas les $1000 de leur caution. La prison de Fulton City a mauvaise réputation. Isabelle Brown est invitée par la chaîne d'information Fox News. Elle relaie l'événement sur son compte Instagram. Elle est parfaitement à l'aise. Mon premier passage à la télévision a eu lieu au milieu de la nuit à 1h30, c'est-à-dire à 4h30, heure de la côte Est, dans l'émission Fox and Friends. J'ai été invitée à parler de ma génération, la génération Z, et comment elle voit la politique. Nous sommes la génération la plus conservatrice depuis la Seconde Guerre mondiale. Look, we have grown up within our generation with countless instances of chaos, from 9/11 when we were young children to COVID-19 now as we come into adulthood. And therefore, we are looking for presidential leadership that is steadfast but also innovative, coming up with new solutions to the problems that our country has faced in the past. What we certainly aren't looking for are career politicians who have shown us nothing but empty promises from decades on the campaign trail and who have been in office far more than twice as long as we have been alive. And that's what young voters are seeing with Vice President Joe Biden.
C'était super. Évidemment, j'étais un peu stressée. Je me disais, est-ce que je suis bien coiffée? Est-ce qu'on m'entend? Enfin, mon baptême du feu dans le monde des médias s'est bien passé. Et j'ai hâte de donner d'autres interviews. Mes parents ont enregistré le programme au cas où ils ne se seraient pas réveillés. Mais mon père a mis son réveil pour me regarder en direct. Il m'a tout de suite envoyé un SMS pour me féliciter. Aujourd'hui, elle participe à une émission sur Internet. La carrière médiatique d'Isabelle semble bien lancée. Aujourd'hui, je suis l'invitée de notre émission Poplitics, animée par Alex Clark. C'est une émission géniale diffusée en ligne qui fait le lien entre ce qui se passe dans la culture pop et l'actualité politique. Let's see who it is. Snaps and Isabel appears. À Harrisonville, Charles Kagan se rend auprès de familles dont les enfants ne se sont pas présentés au cours de catéchisme du camp de vacances bibliques. 405, là on est au 403. On dirait que personne n'est là au 405. Je vais aller voir. Cette fillette, Hailey Forrest, est venue à notre camp biblique. Elle n'a été présente qu'un seul jour, le lundi, d'après mes papiers. Elle n'est pas revenue après. Je ne sais pas si elle est tombée malade ou s'ils sont partis en vacances ou autre chose. Alors je vais aller voir si elle est chez elle. Charles Kagan veille très attentivement sur ses brebis. Well, hi there. How are you doing? Oh, I'm doing great. Great to see you. Are the kiddos home? Just two of them. Just two of them. Okay. All right. Well, we had our vacation Bible school and we missed them this past week. And I was just checking on them. Are they doing okay? Rylan, he's actually in Texas right now. Oh, is he? Visiting his mom. Yeah. Okay. All right. Okay. Well, then the other kiddos they just didn't make it. Okay, well, all right, thank you now. Have a great day. Bye-bye. Avec un pasteur comme Charles Kagan, un enfant qui grandit aux États-Unis croira davantage en la Bible qu'en la science. Nous sommes de retour à Clairton. Depuis quelque temps, cette station-service supérette fait régulièrement appel à la police. Les vols et les agressions se multiplient. On m'a signalé plusieurs fois les mêmes faits. Après l'entraînement de football, vous avez entre 10 et 30 ados qui traînent ici. Les jeunes filles viennent regarder les garçons jouer et après c'est la foire. S'ils ne font pas du gymkhana avec les voitures, ils vont piquer des trucs dans le magasin. Ce serait bien que vous fassiez des rondes entre 18 et 20 heures. S'il le faut, on installera des caméras de surveillance. Il y a toujours beaucoup de passages avec le magasin. C'est vrai, on a déjà eu plusieurs incidents dans ce magasin. Mais la plupart du temps, le vendeur ne veut pas appeler la police. Ouais. C'est aussi un problème. Que je vous mette au courant. Le conseil municipal planche sur le problème en ce moment. Et on a fait une demande de subvention de 500 000 $ pour des caméras de surveillance qui fonctionnent à l'énergie solaire. C'est toujours la même chose. Un délit est commis et personne n'a rien vu. Personne n'ose témoigner. Mais grâce aux caméras, on pourra visionner les images et engager des poursuites. Ça ne devrait pas poser de problème d'envoyer un agent dans les parages à ces heures-là. On va s'en occuper. Ce serait bien. Si le conseil doit obtenir de l'argent, dites-le moi. D'accord, merci. Merci. Mais les vols sont un problème assez bénin comparé à celui des armes à feu qui circulent à Clairton. La bibliothèque municipale a dû fermer. Quelqu'un a tiré dans l'une des baies vitrées. Atlanta. Plus de 3000 personnes sont actuellement entassées dans la prison du comté de Fulton. Sur le parking, Pamela et ses amis attendent que les détenus dont elles ont payé la caution soient enfin libérés. Mais la coopération des responsables de la prison laisse à désirer.
On est là depuis ce matin. C'est épuisant. On a même eu de la pluie tout à l'heure. Leur libération se fait généralement entre 12 heures et 24 heures après le paiement. Mais on tient absolument à être là dès que nos jeunes mettent le pied dehors pour les accueillir à bras ouverts. Ça peut se produire à n'importe quelle heure aujourd'hui, ou même cette nuit, à 1 heure ou 2 heures du matin. Les proches des détenus sont également présents. Ils évoquent des conditions de réclusion difficiles. Surpopulation, manque de personnel. Il y a toujours du retard dans la procédure, avec beaucoup de paperasse à remplir pour la levée d'écrou. Tout ça pourrait être fait en 2 heures. Mais non, il faut attendre 12 à 24 heures après le paiement de la caution pour voir la personne relâchée. Au cours de la journée, la police locale a été alertée qu'un groupe de personnes campait devant la prison. Les agents leur demandent de quitter le parking. Mais Pamela ne se laisse pas faire. And then I come back at like 1:30 and they're like, oh, they were released at 7. I'm like, but I told you when I came in at 8, 9, 10, 11, 12, 1 that I was waiting on them. I mean, we don't even really give a message. So I want you to help understand the process. Yeah. We don't get involved on the law. I get Make fun, get out of here. I know. Don't you feel bad? Do I feel bad? No. Like, they literally have no rides. We're here to make sure they get an Uber. We're here to make sure that they get... That's good, but just like I explained, everything has to be done decently and congregating in the parking lot. I get that. Pamela doit attendre dans la voiture. Et les policiers ne la quittent pas des yeux. En attendant, les détenus n'ont toujours pas été libérés. Dans le studio d'enregistrement de Turning Point USA, le tournage est sur le point de démarrer. De nombreux étudiants sont en colère. Ils ont payé des frais d'inscription élevés, mais à présent, les universités ont dû fermer à cause du coronavirus. So here's my question for you. Over under, how long is it going to take all these universities to shut down again? Because the first one already did, like 3 days after move-in. Are you serious? Yeah, University of North Carolina sent everybody back home a week after move-in. It is such a rip-off It is. to spend full tuition for all of this Oh, crap. they're We're not mostly giving you a online. tuition break either. Harvard is full cost right now. It's scam. It's like a the scam. most expensive streaming service the world has ever seen. That's basically what it is now. It's a total scam. The whole thing is just It's garbage. awful. But you know, that's even worse of getting those kids so excited that we're finally like, yay, I get to have my college experience. They're probably so sad. Finally get there for them to be like, JK. Psych, go home. That's terrible. Because you know it's the kids that got like destroyed, like all of their graduations got canceled. Our school is like, we don't really know what's happening, so we're just gonna let you guys go 2 days like Before spring break. So we ended on Wednesday. We were like, oh, haha, like see you next week, like whatever. Jeez. Never again. Oh. Et quand tout est prêt, l'enregistrement peut commencer. Okay. À Clairton, comme dans la plupart des villes américaines, les violences par armes posent un problème grandissant. Jamais les Américains n'ont acheté autant d'armes qu'en 2020. Je trouve que c'est trop facile de se procurer une arme à feu à l'heure actuelle. Je ne sais pas où ils se les procurent, mais j'ai vu des jeunes avec des armes à seulement 18 ou 19 ans. Et Zachary en subit les conséquences. Je vois des agressions et aussi des meurtres, malheureusement. Des agressions simples, des vols qualifiés, des violences familiales. C'est d'ailleurs à la maison que se trouvent les racines du problème. C'est là que la violence commence. Zachary est conscient du problème que posent toutes ces armes en circulation. Mais il reste américain avant tout. Personnellement, je trouve que tout le monde devrait pouvoir porter une arme. Je ne sais pas si je suis autorisé à m'exprimer ainsi. Pourtant, ce droit est inscrit dans le 2e amendement. Tout le monde a le droit de protéger sa vie, s'il le faut. Une opinion sans doute partagée par la majorité des habitants de Clairton. D'autant que le nombre de meurtres non élucidés est si élevé que certains offrent des récompenses pour tout renseignement permettant de les résoudre. Doug et son équipe sont arrivés à Washington, D.C. Ils y rejoignent de nombreux groupes contestataires.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à l'appel du mouvement noir américain des droits civiques. Il y a 57 ans, jour pour jour, Martin Luther King prononçait son célèbre discours « I have a dream ». Les proches de George Floyd et les proches d'autres personnes tuées lors d'opérations de police s'apprêtent à prendre la parole. Mais avant cela, Doug a un autre rendez-vous. Il participera à une veille citoyenne contre la peine de mort devant le ministère américain de la Justice. Il y a 3 jours, un détenu a été exécuté. Et en ce moment même, une autre exécution est sur le point d'avoir lieu au pénitencier fédéral de Terre Haute, dans l'Indiana. As the whole country's moving away from the death penalty, the federal government has brought it back. We didn't have any executions from the federal level for 17 years. 17 years. In this year, we've had 4. Today would be the 5th. That's more executions this year than we've had in the last 50 years. So that's why we're here, right? Because this is one more reason that we've got to make some changes in the White House. Après la manifestation contre la peine de mort, Doug s'éclipse rapidement. Il est attendu pour un discours au mémorial Lincoln. Il sera l'un des rares orateurs blancs face à un auditoire majoritairement noir. Big smile. There you go. Ready? Action. Isabel Brown, you're a cute scientist? I am the cute scientist of Turning Point USA, but I do have to preface this by saying I'm a biomedical scientist. When people find out that I have a Quand les gens apprennent que j'ai une formation scientifique, ils trouvent ça assez cool. Les membres de Turning Point ont souvent fait des études de droit ou de sciences politiques, mais rarement de chimie organique. Honnêtement, ce sont plutôt les personnes du monde scientifique que je fréquente, comme mes condisciples, qui sont choquées d'apprendre que je suis une conservatrice. Dans le monde politique, personne n'est choqué d'apprendre que je suis une scientifique. Et l'adorable scientifique n'hésite pas à affirmer sur Internet que le coronavirus relève avant tout du battage médiatique. C'est une maladie très contagieuse et il faut être vigilant. Mais je ne crois pas que la situation soit aussi grave que ce que prétendent les médias. C'est vrai que certaines personnes ont été gravement malades à cause du virus. Mais mettre à l'arrêt notre société tout entière pour une maladie qui ressemble beaucoup à une sévère grippe et qui a un taux de survie très similaire à la grippe saisonnière, ça crée un précédent très dangereux pour les pandémies à venir. Bill Montgomery, principal donateur de l'organisation, est pourtant décédé du Covid-19. Sur Facebook, Isabelle annonce sa disparition, mais elle ne précise pas la cause de sa mort. Même la famille de Turning Point USA a été touchée avec la mort de son cofondateur et investisseur initial Bill Montgomery. Il est décédé récemment de complications liées au Covid-19. Les personnes âgées sont bien une population à risque, comme on vient d'en faire l'expérience au sein de Turning Point USA. Mais la probabilité que vous ou moi mourions de ce virus est très faible, sous réserve d'autres pathologies préexistantes. Le discours d'Isabelle est parfaitement aligné sur celui de son organisation, selon laquelle les médias de gauche dramatisent les effets du coronavirus pour chasser Trump de la Maison-Blanche. Thanks for coming, Isabel. Thanks for having me. Your resident cute scientist will be back next time. Cool. All right. My word, it is already 12 o'clock. Okay, holy smokes. Turning Point USA est totalement voué à la cause de Trump. À Clairton, de nombreux citoyens exigent des enquêtes sur plusieurs meurtres non élucidés. Les habitants, et en particulier les Noirs, sont insatisfaits du travail de leur police. La société attend de nous qu'on trouve le coupable à chaque fois. Mais il faut être réaliste. J'ai vu tellement de personnes refuser de témoigner alors qu'elles avaient vu ce qui s'est passé. Et nous, ça ne nous mène à rien.
Les gens doivent venir témoigner devant la cour. Tout comme nous, on doit le faire quand on accuse un suspect. Mais je leur dis toujours de venir nous trouver, parce que ça nous aiderait beaucoup. Souvent, on sait qui est le coupable, mais on ne peut pas l'arrêter sans preuve. À Clairton comme ailleurs, la police a perdu la confiance des habitants, et surtout de la communauté noire. Avec les événements récents, l'affaire George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, on voit bien que l'ambiance est plus tendue à Clairton. Certains de nos agents se demandent même s'ils vont continuer dans la police. Oui, on s'en est pris à moi. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais il faut garder une attitude professionnelle. Ça rentre d'un côté et ça ressort de l'autre. Il faut se dire, moi je dors dans mon lit douillet ce soir, et toi mon vieux, tu vas dormir sur un lit en fer dans une prison. Tu peux dire ce que tu veux, je m'en fiche. Tu ne vas pas me faire perdre mon boulot parce que tu m'as insulté. Ça n'en vaut pas la peine. On est avec la police et on veut qu'elle se sente soutenue. La police de Clairton ne se comporte pas comme d'autres agents ailleurs et on fait en sorte que ça n'arrive pas. Nos policiers font un travail difficile et ils ne gagnent pas autant que leurs collègues dans d'autres villes. Être maire de Clairton en 2020 est également un travail très difficile. Clairton est une ville pauvre. C'est une ville industrielle et ses habitants ont été laissés pour compte. Beaucoup n'ont pas d'emploi et ceux qui sont restés ici mourront ici. Ils rêvent d'une renaissance pour Clairton. Ils me font confiance et je dois tenir mes promesses. Et si je n'y arrive pas, je ne me représenterai pas aux prochaines élections. J'ai promis à mes concitoyens que j'améliorerai les choses pour Clairton. Et si ce n'est pas le cas, je laisserai ma place à quelqu'un qui réussira peut-être. Mais bon, je pense qu'on va y arriver. New York. En août 2020, la ville ne s'est toujours pas remise de la première vague du coronavirus. Shubham Arora, le chauffeur, n'a pas retrouvé le niveau d'activité d'avant la crise. Sa situation est devenue difficile, mais il ne baisse pas les bras. J'ai l'intention de déménager à Atlanta, parce que la vie y est moins chère qu'à New York. Si on veut s'établir à son compte, il faut le faire ailleurs qu'à New York. Il y a bien trop de frais pour quelqu'un comme moi qui veut se lancer dans une nouvelle affaire. Shubham projette de louer ou peut-être même d'acheter une station-service à Atlanta. Il a déjà son billet d'avion en poche. Ma sœur et mon beau-frère vivent à Atlanta. On discutait de nos projets d'entreprise, parce qu'eux aussi veulent ouvrir la leur. Et mon beau-frère m'a suggéré de m'installer chez eux et de prospecter dans le coin. Shubham croit toujours au rêve américain. Parti de rien, il sera propriétaire d'une station-service. Ça fait environ 5 ans que je vis aux États-Unis. Je vais investir tout ce que j'ai gagné et économisé pendant ces 5 ans dans mon entreprise. C'est donc un gros risque que je prends et je dois être prudent. On verra bien si je trouve quelque chose d'intéressant à Atlanta. Good morning and welcome aboard JetBlue Flight 519 with service to Atlanta. As part of our commitment to safety from the ground up, this plane was just cleaned and disinfected. Shubham n'a pas peur des nouveaux départs. Pour lui, les choses ne peuvent que s'améliorer. La route que j'ai choisie depuis 2015-2016 en venant aux États-Unis, ce n'est rien à côté du défi qui m'attend. J'ai dû faire face à de nombreux obstacles dans ma vie. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Si je veux quelque chose, je ferai tout pour l'obtenir. Nous voilà à Atlanta. C'est ici qu'il va commencer sa nouvelle vie. Dans un premier temps,
il vivra chez sa sœur dans la périphérie d'Atlanta. Voici la maison où je vais habiter. Ma chambre, c'est la fenêtre là, au premier étage. Et voilà le joli quartier. Pendant ce temps, à 2 pas d'ici, devant la prison. La situation vient heureusement de se débloquer. Les détenus ont été libérés. Walmart? What did you need from Walmart? I was getting some clothes, some socks. You needed some socks? Some jeans and socks. This is basic something to wear. Yeah, so we got some socks for you in there. Yeah. Oh, come on in. Come over here. His brother. Is this Tamonte? You're Tamonte? I've been waiting on you. You spent your birthday there. Your 21st birthday in jail. And Thanksgiving and Christmas. Why? What were you doing? Now was your time to talk. Le Love Project prévoit également d'accompagner ces jeunes dans leur future réinsertion. We're here for you and we're going to help you so that you don't have to do any of that stuff, okay? Is that what you're doing? On leur donne accès à des conseillers juridiques, parentaux et financiers. On les aide aussi à trouver un emploi à travers des ateliers d'écriture de CV et des entraînements à des entretiens d'embauche. On ne se contente pas de payer leur caution, on veut les empêcher de récidiver. We're going to be here as a resource to all of you guys. Like, you know, we want to make sure that you guys, like, for example, you know, the fact that you're like, I had to go to Walmart to get some socks. Like, that's crazy. Think about it. We got so many nominations, and we chose you guys, you know, because we really believe in you, you know, and we really believe that with our help and, you know, with all of your talents, you can get on the right path. And especially you, bad friends that you have. Il nous faut absolument une réforme du droit pénal et revoir ce système de caution en espèces. Nous sommes dans une crise économique grave avec le virus. Les gens se retrouvent au chômage, ils sont désespérés, ils ont faim. Tous les éléments sont réunis pour que ça dégénère. Thank y'all so much. You're welcome. So you guys know each other in there. Need a big hug. Why don't you get up? Thank y'all so much. Thank y'all. We're gonna talk. Y'all need anything else now? Yes. Au Mémorial Lincoln, la manifestation Black Lives Matter se poursuit. Doug a l'honneur d'être l'un des rares blancs invités à prendre la parole. Nous sommes dans l'un des lieux les plus symboliques de l'histoire des États-Unis. Ce monument salue la mémoire d'Abraham Lincoln, élu président en tant qu'opposant à l'esclavage. La révolte des États du Sud entraînera l'Amérique dans la guerre de sécession. Une guerre remportée par Lincoln qui abolira l'esclavage. C'est ici que le militant des droits civiques Martin Luther King a prononcé son célèbre discours. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. C'était il y a 57 ans.
Mais le racisme gangrène toujours l'Amérique. Shelly, l'épouse de Doug, est présente parmi la foule. Our next speaker is a social activist, co-founder, executive director of Vote Common Good, a national political nonprofit dedicated to inspiring, energizing, and mobilizing people of faith to engage in civic life. Please welcome Doug Paget. Thank you, buddy. Good morning, and I bring you greetings from a group of white faith leaders who are walking into Washington, D.C. today to join this beautiful movement. I am here to ask your permission for our movement to join you in the common good. By the millions, white people of faith will not only join you in this march, but will join you in a march on the ballot box on Election Day. We are committed to bringing faith, hope, and love to bring about a change on Election Day and to remove the most tyrannical president in the history of this country and getting the knee off of the neck of the people of this country, people of color. And we will be joining you on Election Day and on every day that follows. Thank you. L'exemple de Doug Pagitt prouve que ce n'est pas la couleur de peau qui divise les Américains. C'était une expérience très intéressante d'être minoritaire dans cette foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes. On a eu le sentiment d'être une minorité. Et pourtant, on a été accueillis à bras ouverts. On a beaucoup appris sur la lutte pour la justice sociale et raciale. On a passé une journée formidable. Sisters and brothers, let me just say this. The problem is, the police have killed so many of us. There's not even enough time for us to hear from every family. But I'm going to acknowledge the families. Dans le prochain épisode, le maire Richard Lattanzi s'entretient avec des supporters de Trump. Thank you. Have a great day. Amina Matthews, la militante de Chicago, se rend à Kenosha pour participer à une manifestation dénonçant un nouveau cas de violence policière contre un noir.